Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux frappes que l'armée américaine aurait largement préféré ne jamais faire. Et ce qui va être très intéressant, c'est un moment où on entend de plus en plus parler de révolution dans le ciblage, et bien de comprendre comment mettre un humain dans la boucle peut être positif, mais également, s'il est mal formé, s'il est mal aligné, peut se retourner contre vous. Donc on va prendre deux exemples dont vous avez probablement entendu parler. Le premier, c'est l'école primaire en Iran. Rappelez-vous, 156 morts d'après les Iraniens, 120 enfin, et ça serait 3 Tomahawks tirés depuis un destroyer ou depuis un porte-avions américain. Le deuxième, en Afghanistan, un hôpital de Médecins sans frontières. Il y avait eu 42 morts, patients, médecins, personnel humanitaire et un AC-130 américain, un gunship, qui durant 29 minutes a tiré 211 obus sur cet hôpital qui avait pourtant déjà communiqué sa position et ses coordonnées GPS à l'état-major américain. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, ces sujets vont nous permettre de tirer de nombreuses leçons bien au-delà de la guerre, bien au-delà de l'aviation. Du coup, le plan est très simple. Dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le métier de ciblage et quels sont les prérequis pour l'humain qui appuie sur le bouton. Dans un deuxième temps, on va regarder ce qui s'est passé précisément en Iran au vu des informations disponibles en source ouverte actuellement. Ce sera donc une frappe avec des Tomahawks. En 3, nous allons regarder ce qui s'est passé à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, avec cet AC-130, et nous allons voir comment un enchaînement de 7 erreurs ont amené à la tragédie. Et dans un quatrième temps, on va voir comment est-ce que toutes ces informations nous permettent en fait de tirer certaines leçons, que ce soit par rapport au facteur humain ou par rapport à l'humain au sens large, au-delà de la guerre, au-delà du cockpit. Et juste avant d'attaquer, comme vous le savez, je suis un habitué des déclarations de biais sur cette chaîne. Il faut quand même préciser que j'ai servi la France au combat, c'était en Irak, et un jour, dans ma patrouille, pendant plusieurs heures, nous avons cru avoir touché des civils. C'est pas vraiment mon meilleur souvenir, mais pendant plusieurs heures, on était intimement persuadé qu'une frappe avait tué des civils, alors qu'en fait, derrière, en débriefant, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Toujours est-il, pourquoi je veux vous dire ça? Parce que j'ai personnellement été en vol dans ces régions du monde en pensant avoir tapé des civils. Et croyez-moi, c'est vraiment, mais alors vraiment pas dans la politique de l'armée française de faire ça. On fait absolument tout pour l'éviter et c'est justement ce qu'on va voir en grand 1, comment on met en place des procédures, des process pour à tout prix ne pas faire ce qu'on appelle des call-damn, des dommages collatéraux. Mais juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vous présente notre partenaire. On regarde le jingle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on attaque. Alors aujourd'hui, notre partenaire, c'est NordVPN. Et comme vous le savez, dans l'aviation, mais surtout dans l'aviation navale, la discrétion, c'est primordial. Absolument tout peut donner de l'information à vos adversaires. Par exemple, le transpondeur, émettre à la radio, allumer votre radar, donne une information qui peut être exploitée par votre ennemi, par votre compétition. Et quand vous surfez sur Internet, eh bien c'est un petit peu pareil. Vous avez votre adresse IP, vous avez votre localisation, vous avez votre historique de navigation, tout ça par défaut, ça se partage. Et NordVPN, il vous propose de faire deux choses simples. En 1, ils vont chiffrer vos données, exactement comme nos systèmes de crypto, de chiffrage, on appelle ça comme ça, par exemple le Halfquick. Et en 2, ils vont masquer votre IP. À partir de là, vous disparaissez des sites de suivi de vol en temps réel, si vous voulez, et on ne comprend plus, on ne peut plus intercepter vos communications radio. Vous ne donnez pas d'informations à un adversaire malveillant potentiel. Avec l'abonnement, NordVPN, il vous propose tout ce qu'il faut. Vous allez pouvoir utiliser 10 appareils différents, que ce soit votre téléphone, votre ordi, votre tablette, votre Apple TV, votre Android TV. Il va également vous proposer une protection anti-menace qui va bloquer les sites malveillants. Et il va également vous proposer une surveillance du dark web autour de 5 adresses email, s'assurer que vos informations ne circulent pas n'importe où. Point très intéressant, contrairement aux pilotes où on log tous nos vols, là, ils ont une politique de no-log, ils ne gardent rien. Et avec NordVPN, ce qu'on vous propose là, eh bien, c'est une offre de 2 ans où vous avez, accrochez-vous bien, 4 mois supplémentaires. Et c'est testé, satisfait ou remboursé. Donc vous avez 30 jours pour voir si l'essai est transformé ou pas. Aucun risque, le lien est juste en dessous. Il y a différentes expressions dans les forces armées, ça peut être par exemple to go dark, et bien là,
Ça vous permet de passer en mode furtif sur la toile. Jingle. Roger ball. Alors de manière à bien comprendre comment est-ce qu'on peut se retrouver à faire une frappe, c'est le terme qu'on entend beaucoup dans les médias ces derniers temps, un bombardement sur un théâtre d'opération moderne. Le cas sur lequel l'armée américaine, mais la plupart des armées occidentales ont énormément de retours d'expérience et d'expérience ces dernières décennies, c'est le CAS, le Close Air Support, l'appui rapproché. Vous avez des forces spéciales au sol, des collègues au sol, ils tombent dans une embuscade, ils font une action offensive, ils ont besoin d'aide, ils demandent à des aéronefs ou des drones, des gros drones qui représentent un peu des avions, de venir en appui. Vous allez être en coordination avec ce qu'on appelle un JTAC, un contrôleur spécialement formé au sol, on parle de FAC également, qui va voir la cible, va voir votre avion, va s'assurer que votre avion met bien le nez sur la cible et que l'on respecte bien tous nos critères d'engagement. Donc vous avez à la fois un visuel sur la cible et sur l'avion pour être sûr que l'avion a bien le nez sur la bonne cible. Point important, vous n'ouvrez pas le feu s'il y a des civils dans la zone. Et surtout, vous avez un humain qui visuellement voit ce que l'on traite. Donc vous avez une qualité d'information qui est excellente sur ce que vous apprêtez à frapper. Ensuite, on a ce qu'on appelle de l'AI. De l'AI, c'est de l'air interdiction. C'est en fait, tu vas préparer une frappe en amont. On va te donner un package, un dossier d'objectifs, un DO en français, et tu vas, par rapport à ce dossier d'objectifs qui a été réfléchi par une cellule de ciblage, définir comment tu vas attaquer, quel est l'angle d'attaque pour ta cible. Et là, si tu es pilote, tu as deux grandes manières de frapper. La manière numéro 1, c'est bombs on coordinate. Tu envoies ta bombe sur des coordonnées. Typiquement avec de l'A2SM, on peut tirer de très loin, ce qu'on appelle stand-off, ou tirer un missile, un scalp de très loin. Donc en fait, toi, tu vas avoir un briefing, un dossier d'objectifs avec des coordonnées, et tu vas faire confiance dans la chaîne de ciblage pour la précision de ces coordonnées et pour ce qu'est cette cible. Il y a de grandes chances que tu ne vois jamais de ton vol la cible parce que tu vas rester à distance. Sauf dans certains cas de close air support où tu fais comme de la BOC. Mais j'essaie de faire simple aujourd'hui. L'autre grand cas, moi j'étais formé là-dessus initialement sur Super Étendard, on le fait également en Rafale, c'est de la frappe laser. Les bombes laser coûtent beaucoup moins cher, mais tu vas te rapprocher de la cible. Ce qu'on voit dans Top Gun Maverick, du tir laser. Là, à ce moment-là, tu vas avoir visuel de la cible. La grande différence, c'est qu'en fait, là, tu vas devoir voir et trouver ta cible, et donc, tu vas pouvoir voir la zone de la cible. Et là, il y a un point important à comprendre. On a souvent sur nos avions des pods de désignation laser. Et en fait, ta chaîne de commandement va te donner un cadre d'emploi. Et généralement, dans les armées occidentales, ces 20 dernières années, on ouvre le feu avec en fait une PID, donc une identification positive de ce que tu vas taper. Tu es sûr, par exemple, je donne des coordonnées, et ben je regarde les coordonnées, on me dit que c'est un bâtiment de tel type, je mets mon pod laser en plus dessus et je check visuellement que la description qu'on m'a fait de la cible est en adéquation avec ce que je vois dans mes senseurs. Ensuite, on va s'assurer visuellement qu'il n'y a pas de civils dans la zone, qu'il n'y a pas de petits humains. On parle de small humans pour des enfants, par exemple. Et que tout ça est cohérent avec tes règles d'engagement. Et cette frappe a été réfléchie en amont et passée par ce qu'on appelle en français les LEGAD, chez les Américains les JAG, pour s'assurer que tout est légal. Donc en fait, tu vas avoir en phase finale une identification visuelle et un check visuel entre ce qu'on m'a vendu comme cible et la réalité. Typiquement, tu arrives sur zone, tu ouvres ton pod laser, tu vérifies, c'est bien, et là tu vois une cour avec des enfants qui sont en train de jouer au foot, alors qu'on t'a dit que c'était un dépôt d'armes, là forcément tu ne frappes pas. Mais, et là c'est important, si c'était programmé en AI ou en frappe pour un missile de croisière, eh bien il n'y a personne qui va au contact et s'assurer au dernier moment qu'il n'y a pas de souci en termes de pattern of life, donc en termes de présence sur zone, ou qu'il n'y a pas de souci dans la description de la cible. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'en fait, ces 20 dernières années, vous aviez quasi en permanence, parce qu'on avait la suprématie aérienne, à cause des boucles de ciblage également, des aéronefs qui étaient proches de la cible, et des pilotes ou des opérateurs de drones qui voyaient la cible qu'ils s'apprêtaient à frapper, et donc il y a eu très peu, mais on va quand même voir un cas où il y a eu très peu d'erreurs sur le ciblage. Maintenant, autre petit terme à connaître, c'est la no strike list. C'est le terme OTAN, c'est une liste de cibles qu'il ne faut absolument pas frapper.
Mais pour ça, il faut avoir les bonnes informations et avoir la data, la donnée, la liste à jour. Maintenant, point très important dans la formation des équipages, et de manière générale, même dans les états-majors, normalement, en tout cas moi les guerres que j'ai faites, qui étaient donc des guerres asymétriques, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et à partir de là, tu n'ouvriras pas le feu si tu as un doute. Moi j'ai déjà eu des doutes en vol, j'ai dû faire lever les doutes, je ne tirais pas tant que j'avais un doute. Quand tu es dans une guerre plus de haute intensité, des actions offensives majeures, vous comprenez bien que les priorités, les règles d'engagement ne sont pas les mêmes et c'est ce qui va nous amener aux exemples du jour. En fait, quand tu arrives sur zone, tu as 4 possibilités. Tu tires sur la bonne cible, tu tires sur la mauvaise cible, tu ne tires pas et c'était la bonne cible, tu ne tires pas sur la mauvaise cible. Et si tu fais ça, ça ou ça, il n'y a pas de drame pour le pilote. Et pour la zone de guerre, si tu fais tirer mes mauvaises cibles, il y a drame. Donc d'un point de vue statistique, vous voyez que tout nous pousse à, en cas de doute, ne pas avoir de doute et ne pas tirer. Allez, on attaque les cas pratiques. 28 février 2026, c'est le premier jour d'opération Epic Fury. On est dans la province du Hormozgan, du côté de Minab, 80 km à l'est de Bandar Abbas, et il y a une école primaire. Problème. En fait, cette école primaire, avant, c'était un complexe militaire des gardiens de la Révolution, version Navy. Ils ont un QG, en fait, de la brigade Asif. Et quand on regarde l'image satellite, vous voyez clairement que ça fait un camp. Il y a un grand camp. Sauf que, entre 2013 et 2016, l'école, qui est située, comme vous le voyez dans cette partie du camp, en fait, a été séparée du complexe. Ils ont retiré le mur, ils ont retiré le poste de garde, ils ont créé des entrées indépendantes sans checkpoint pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Et depuis 2016, l'école est strictement civile. Le complexe militaire qui était dans ces locaux est fermé depuis environ 15 ans. C'est à côté. On a une école qui est désormais mixte avec d'un côté les enfants garçons, de l'autre côté filles. Il y a même une présence sur les réseaux sociaux et il y a des fresques d'enfants peints sur les murs. Et à 10h commence le bombardement. Vous avez une première frappe à 10h23. Avant ça, l'école a rappelé les parents pour qu'ils viennent récupérer les enfants. Et en l'espace de 22 minutes, vous avez plusieurs Tomahawks qui vont venir frapper. Donc avec une échelle de temps. Ce qu'il faut voir, c'est qu'après la première frappe, le directeur de l'école y rassemble les enfants dans une salle de prière. Et malheureusement, un missile va venir tomber dans cette salle. Alors d'après les sources iraniennes, encore une fois, source iranienne, on a 120 élèves qui ont été tués, 26 enseignants, quelques parents, un chauffeur de bus, et près d'une centaine de blessés. Maintenant, ce que l'on va regarder, c'est comment est-ce que c'est arrivé avec la manière dont fonctionne en fait le ciblage de l'américaine, le F2T2EA. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un premier temps, tu dois trouver la cible, find. Et en fait, les coordonnées géographiques de cette école, de cette cible, ils viennent de la DIA, du Defense Intelligence Agency. C'est une agence de renseignement américaine militaire qui a été créée en 1986 avec près de 17 000 employés, ce qui est énorme. Mais le problème, c'est que leurs informations étaient obsolètes. Elles dataient d'avant 2016, à l'époque où c'était encore militaire. Donc vous aviez des bonnes coordonnées, mais la target description, ce qui est en fait la cible, était forcément pas bon. Après, vous avez le fixe, et d'après le Washington Post, l'école avait été taguée comme factory or arms depot, donc une fabrique ou un dépôt d'armes, alors que c'était devenu une école depuis plusieurs années, depuis près de 10 ans, et personne n'avait mis à jour cette information. Après, derrière, on a le track. Donc les deux F, find, fix. Après, on a track et target. Donc normalement, on fait du pattern of life. On regarde ce qui se passe. On a des drones sur place qui observent. Mais quand on a 1000 cibles qui doivent être ciblées en quelques heures et qu'on est sur une frappe offensive comme l'ont fait les Américains, dans une logique très différente de ce qu'on fait depuis 20 ans, ce que je vous expliquais en introduction. Les 2 premières semaines de la guerre, ils ont frappé 6000 cibles différentes, les Américains. Donc là, on fait pas de pattern of life, on ne regarde pas, on a sa liste, on fait confiance à la liste et au renseignement qui a été collecté pendant des années, et malheureusement, il n'y a pas la même méthodologie de travail. Par contre, il faut que la target, la cible, elle soit approuvée par le centre de commandement, qu'on ait un ordre de feu. Et donc, l'ordre de feu, il vient en fonction, est basé sur le renseignement. Ensuite, donc là, on est sur find, fix, track, target. On est sur l'engage, donc là, c'est pas des pilotes qui sont allés au visuel, c'est du destroyer, probablement de l'Harleysburg de la 5e flotte qui a tiré des Tomahawks, peut-être un sous-marin, on sait pas. Et l'opérateur, lui, il rentre des coordonnées, il vérifie que les coordonnées c'est bonnes, le tout dans une console, et lui, ce qu'il gère, c'est des coordonnées GPS. Il fait en fait du bomb zone coordinates, du missile on coordinates. Il a aucun moyen de voir ce qu'il va taper. Alors après, attention, les Tomahawks très avancés, comme le Block 4, on pourrait même
changer des choses en vol, mais il n'y a pas l'intelligence à l'heure actuelle pour regarder la cible finale. Et de toute façon, s'il y a personne dehors, il y a peu de chances qu'il arrive à faire la différence entre un bâtiment qui abrite des enfants et un bâtiment qui pourrait abriter de l'armement. Après le engage, on a l'assess, et donc on a ce qu'on fait aller au résultat, le battle damage assessment, qui se fait généralement avec des images satellites ou des images de drones, mais là du coup c'est la presse iranienne qui s'en est chargée, et forcément ça a dû beaucoup faire parler et débriefer dans les états-majors américains, même si dans un premier temps les politiques américains ont dit que c'était pas eux. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez cette boucle aidée par l'intelligence artificielle d'après les Américains, l'humain est quand même assez absent au sens historique de la boucle. Vous avez un humain dans la phase de collecte du renseignement de préparation, mais vous n'avez pas d'humain au contact, puisque c'est du tir à distance. L'opérateur qui est sur la frégate, il rentre des coordonnées, il n'y a pas de pilote. Le législateur, le LEGAD, donc ce qu'ils appellent le JAG aux États-Unis, eh bien lui, il valide sa liste de targets, ça lui paraît cohérent, il signe, mais il n'a pas d'image en temps réel. Il n'a pas le pattern of life, il n'a pas le temps de tout creuser. Du coup, l'état-major, il signe, puisque tout le monde leur a dit que c'était bon. Et à aucun moment, quelqu'un n'a pris la peine ou le temps de remettre en question, en fait, notre information date de 10-15 ans, est-ce qu'on a des updates? Donc là, on est assez loin quand même du mantra des pilotes. En cas de doute, il n'y a pas de doute. Et encore une fois, on est avec une chaîne de commandement qui n'a pas fait ce type d'opération depuis au moins plus de 20 ans, et donc personne n'a d'expérimenter vraiment dans ce type d'opération au niveau de l'état-major à ce moment-là. Donc là, vous voyez vraiment le cas moderne avec l'IA et l'arrivée de la donnée et le talon d'Achille d'avoir de la mauvaise data au mauvais moment, ou de la data qui n'est pas à jour, de la donnée qui n'est pas à jour. Pour faire un contre-exemple, on va en octobre 2015 à Kunduz, et là vous allez voir, c'est un enchaînement de circonstances et de mauvaises décisions qui amènent au drame. C'est le 3 octobre, on est dans le nord de l'Afghanistan, on a l'armée afghane avec l'appui des Américains et des forces spéciales qui fait une contre-attaque dans cette région-là. Et au centre de Kunduz, vous avez le Kunduz Trauma Center. Donc c'est un hôpital MSF depuis plus de 4 ans, depuis août 2011. Ils ont 92 lits, ils peuvent faire de la réanimation. Ils ont une vingtaine d'ailleurs de talibans blessés qui sont dans les locaux, mais non armés. Et Médecins sans frontières avait notifié les parties belligérantes des coordonnées GPS exactes de l'hôpital plusieurs fois, et même il l'avait refait 4 jours avant le drame, le 29 septembre. Ce qu'il faut voir également, c'est que 2 jours avant la frappe, vous avez le conseiller du Joint Chief of Staff qui demande à MSF si l'hôpital abrite des talibans, et on lui répond non, il n'y a aucune arme à l'intérieur du complexe. Il savait que c'était présent, il savait que c'était là. Toujours est-il, entre 2h08 et 3h15 du matin, il va y avoir un drame. Il va y avoir un drame parce qu'on a un AC-130U gunship, ce qu'on appelle un Spectre, call sign Hammer, du 4e Special Operations Squadron de l'US Air Force, qui va ouvrir le feu. Plus de 210 obus en 29 minutes. Comme on l'a dit en introduction, 42 morts, dont 14 staff Médecins sans frontières, ce qui a été leur pire perte pour MSF depuis une frappe aérienne qui a eu lieu au Rwanda. Et forcément, il y a eu des débriefings. Donc là, ma source pour débriefer, c'est l'enquête CENTCOM 15-6 qui a été présentée par le général John Campbell le 25 novembre 2015. Ils ont identifié 7 points de défaillance. On va les voir dans l'ordre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc le premier point, c'est un décollage en urgence. Ils sont des troupes en contact, donc ils font décoller le C-130, et le C-130 en fait n'a pas le temps de briefer avant et va partir en vol sans certaines informations pourtant importantes, comme par exemple la liste des cibles à ne pas taper, la fameuse no strike list. Donc il n'y en a pas à bord, donc ça leur permet pas de vérifier alors qu'ils sont pourtant en équipage avec pas mal de personnes. L'erreur numéro 2, donc ça c'est le premier grain de sable. L'erreur numéro 2, ils ont des systèmes électroniques à bord qui ne fonctionnent pas. Typiquement, ils peuvent pas transmettre la vidéo. Moi il m'arrivait des fois, tu as ton pod laser et tu transmets en temps réel à l'état-major ce que ton pod voit. C'est du partage, si vous voulez, de données, ce qui permet de lever le doute, et ça te permet également des fois d'envoyer ton image aux troupes au sol. Comme ça, l'image permet aux forces spéciales au sol de s'assurer que tu vises bien, que tu désignes bien la bonne cible. En 3, ils ont une menace RR, c'est-à-dire que alors qu'ils arrivent sur zone, il y a une menace RR, ils vont manœuvrer l'avion, ils ont peur en fait pour être précis, d'une menace solaire, donc ils font pas leur orbite normale où ils tournent au-dessus et ils sont bien à l'aise pour surveiller, donc ils vont devoir être plus loin, ce qui va gêner également leur capacité de ciblage. 3e point. 4e point. On va leur demander de cibler un grand bâtiment. Et il y a plusieurs bâtiments qui se ressemblent. Et alors qu'ils devaient viser un grand bâtiment, ils vont viser celui qui a 400 mètres, celui de l'hôpital. Ils vont se tromper de description physique.
Donc il y a une erreur de PID. La PID, Precise Identification, n'était pas bonne et ils avaient aucun moyen de lever le doute puisqu'ils ne pouvaient pas envoyer ce qu'ils ciblent à l'état-major ou aux troupes au sol. De plus, nous sommes de nuit, numéro 5, dont tout ce qui est marquage de croix d'hôpital ou MSF ne sont pas visibles sous les jumelles de vision nocturne. En 6, on a un problème de coordination avec l'état-major à Bagram. 1 minute avant d'ouvrir le feu, l'équipage y transmet les coordonnées GPS à Bagram pour s'assurer qu'ils vont pas ouvrir le feu sur quelque chose qu'il ne faut pas frapper. Et là, l'état-major, eux, ils ont accès à la no strike list, mais ils ne sont pas rendus compte que les coordonnées correspondaient à quelque chose présent sur la no strike list. Donc la levée de doute n'a pas été faite. Et là, l'erreur numéro 7, pendant qu'ils sont en train d'ouvrir le feu, qu'ils tirent, ça dure des dizaines de minutes, ils ont leur système de ciblage qui se remet à fonctionner, et là, plutôt que de changer de cible, ils se disent, en fait, on continue sur la cible initiale, et même s'ils avaient un doute, et ils ont eu un doute au niveau de l'équipage, d'après ce qui est sorti dans la presse derrière, ils ont continué à ouvrir le doute. Et pendant ce temps-là, ils ne voyaient aucun acte hostile venant du bâtiment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 12 minutes après le début des frappes, il y a MSF qui a appelé. Mais personne n'a fourni l'information à l'équipage. La boucle de communication n'a pas fonctionné. Petit point. L'équipe au sol qui a demandé l'appui-feu, ça faisait 5 jours et 5 nuits qu'ils étaient déployés. Ils avaient un très fort rythme opérationnel. Ils étaient fatigués. Et ça en a rajouté en termes de grains de sable. Alors, je vous passe rapidement ce qui s'est passé derrière, mais 6 mois plus tard, il y a 16 militaires américains qui ont été disciplinés, dont un général 2 étoiles. Il y a eu des sanctions administratives, mais aucune poursuite. MSF, de leur côté, ils ont demandé une enquête internationale indépendante avec l'IHFFC. C'est écrit en 91 justement pour ça. Mais il faut que les belligérants acceptent, et les États-Unis et les Afghans ont refusé de donner leur consentement. Donc, il n'y a jamais eu d'enquête internationale demandée par MSF. L'hôpital n'a pas rouvert sur le même site. Les indemnités, quelques milliers de dollars ont été proposés aux victimes, ça a été refusé des sources que j'ai trouvées. Mais là, on n'est clairement pas sur l'objectif de la vidéo qui est, elle, beaucoup plus tactique, ce qui se passe dans le cockpit à ce moment-là. Donc en définitive, vous voyez que d'un côté, on n'a pas d'humains dans la boucle et on a une erreur. De l'autre côté, on a des humains dans la boucle, mais ils sont mal alignés en termes d'objectifs, ils ont un doute. Ils ne décident pas de lever le doute, ils décident que leur priorité est la mission. Et c'est là où c'est extrêmement important. Et justement, dans les années 2015-2016, on a eu cette grande transformation dans la chasse où on nous a expliqué, en fait, avant, c'était le culte de la mission et il fallait changer ça. Il fallait passer en 1 sécu, 2 mission. Et s'assurer toujours de mettre la sécurité en numéro 1. Et si tu as un doute, tu n'as pas de doute que ce soit en vol, sécurité entre personnes de ton équipe ou vis-à-vis des troupes au sol ou des civils. Et ça a été extrêmement important, très bien amené par les états-majors et parfaitement cohérent avec nos objectifs. Maintenant, un dernier point sur lequel je voudrais aller, c'est le droit à l'erreur, mais pas à l'échec. Comme vous savez, je fais beaucoup d'interventions d'entreprise, à peu près la moitié sur la culture de sécurité, l'autre moitié sur des thématiques plus leadership, communication. Souvent, on me dit, ah ouais, dans l'aérien, vous n'avez pas droit à l'erreur. Faux. On fait des erreurs. Sur un vol de guerre, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Sur un vol transatlantique, vous allez faire des erreurs. Venez voler avec moi sur le bassin d'Arcachon, on va faire des erreurs. Mais dans l'aérien, on a conscience que nous sommes humains. Nous allons donc mettre en place des process de manière à détecter ces erreurs et s'assurer qu'elles n'attaquent pas la mission. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vous avez le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit à l'échec. Et vous devez mettre en place une culture, des procédures, un état d'esprit dans le cockpit ou à l'état-major qui fait que vous avez conscience que certaines erreurs vont être faites et qu'il faut réussir à les rattraper pour éviter la mise en péril de la mission. Et donc là, forcément, on va faire un petit détour vers le grand fondateur de tout ça, James Reason. James Reason et ses fameuses plaques de gruyère, de fromage, appelez ça comme vous voulez. Mais en 90, il a publié un livre qui est devenu la grande référence, Human Error. Et puis après, en 97, Managing the Risk of Organizational Accidents. Et il a proposé ce fameux Swiss Cheese Model, le modèle de fromage suisse ou français, fonction de où vous habitez, bref, les plaques avec des trous dedans. Et il a expliqué, toute ma génération de pilotes, on a été formés à comprendre qu'un accident arrive quand un événement traverse toutes ces plaques de fromage qui sont censées empêcher l'événement de se produire. Pour faire simple, vous avez des plaques de type procédural, checklist, briefing,
croisement de vérification, crew resource management, standardisation des communications, règles d'engagement, et des plaques de type formation et culture. Quand vous arrivez à avoir à la fois les plaques procédures et les plaques formation et culture, vous avez une organisation qui est très fiable. Et ce qui est très intéressant dans le cas de la frappe tragique en Iran, eh bien, c'est qu'on voit qu'il y a eu un changement dans la méthodologie, que toutes les leçons avaient quand même été tirées de l'événement, par exemple, de 2015, mais qu'avec ce nouveau type de frappe et avec cette nouvelle boucle de ciblage, il va y avoir de nouveaux dangers et de nouvelles plaques à mettre en place. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Maintenant, on va regarder le cas de Kunduz, donc le vol avec la C-130, avec le modèle des plaques. La plaque 1, ça aurait dû être par exemple le briefing de mission. La plaque 2, la no strike list à bord. La plaque numéro 3, le système de transmission vidéo qui normalement est obligatoire pour ce type de vol. Ils ont accepté de faire le vol sans système efficace. En 4, le système de targeting qui a été gêné par la manœuvre évasive. En 5, la VID, mauvaise VID, de nuit, à distance trop loin pour que les jumelles puissent fonctionner. En 6, la coordination avec le HQ à Bagram, avec l'état-major. En 7, la fixation cognitive alors qu'ils ont un doute. Et en 8, on a l'appel d'MSF pendant l'attaque qui n'a jamais été relayé à l'équipage. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que trop souvent dans l'aérien, trop souvent dans le monde de l'entreprise, on dit c'est la faute de l'équipage en bout de chaîne. Oui, c'est lui la plaque de la fin. Mais c'est pas parce que votre dernière plaque n'a pas fonctionné qu'il n'y a pas des choses à débriefer sur toutes les plaques en amont. Et c'est là où la culture juge devient extrêmement importante, d'où l'importance du droit à l'erreur. Sinon, en fait, vous ne recevez jamais de retour d'expérience sur le fait que des plaques ont été traversées. Maintenant, quand on fait évoluer des procédures, notamment avec la digitalisation, on a des plaques qui sautent. Regardez la plaque pilote, la plaque JTAC, dans le cas du ciblage en Iran, ils ont disparu. Et vous avez certaines plaques qui ont des trous beaucoup plus gros d'autres parce qu'en fait, les gens font confiance à la plaque précédente. Si le ciblage me dit que ça doit être une zone de stockage d'armement, c'est qu'ils doivent avoir raison et je ne lève pas le doute. Et derrière, on va cibler une école plutôt qu'une zone de stockage. Maintenant, point ultra important. Moi, j'ai grandi, ça fait 26 ans que je vole, dans un état d'esprit où on te disait 70 à 80% des accidents viennent du facteur humain. Mais en fait, ce qu'on avait un petit peu mal compris à cette époque-là, c'est que c'est légèrement intellectuellement paresseux. Pourquoi ? Parce que oui, en bout de chaîne, c'est toujours l'humain qui va faire l'erreur dans un cockpit. Par contre, combien de fois des accidents ou des incidents ont été évités grâce à l'humain ? Et ce que l'on commence à changer depuis quelques années dans l'aérien désormais, c'est l'état d'esprit, la culture, qui est d'accepter que quand toi tu as une plaque qui retient un événement, que ça vient ding, rebondir sur ton bouclier, eh bien ton job et ta responsabilité, c'est de faire remonter l'information, par exemple des Air Safety Reports, faire un retour d'expérience, parce qu'aujourd'hui tu as été le professionnel qui a pu arrêter la chaîne des événements, mais ce n'est pas normal que cet événement ait traversé toutes les plaques. Et si tu ne prends pas le temps de faire remonter l'information, de faire un rapport, même si ça te prend du temps et de l'énergie, eh bien peut-être que demain, un collègue à ta place, lui, ça va passer au travers, ou que toi, plus fatigué, moins en forme, ça passera au travers, on aura l'accident. Et donc, pendant longtemps, et moi je l'ai connu au début dans l'aviation, tu trouvais normal d'arrêter des événements à ton niveau, d'éviter des accidents par ta conduite. C'est normal. Des fois même, ça se débriefait pas tellement c'était culturellement admis que ça faisait partie de ton travail. Mais désormais, on a quitté une culture de la sécurité réactive où on attend le drame pour apprendre et pour s'améliorer, pour passer vers une culture de la sécurité d'un point de vue anticipation. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Eh bien, en détectant ce qui vient taper sur votre bouclier et en investissant le temps, l'argent, les ressources pour faire remonter tout ça et faire évoluer nos procédures, faire évoluer, comme on a vu, nos différentes plaques, de manière à ce qu'on ait des plaques le plus hermétiques possible, le plus costaud possible et le moins en moins d'accidents. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dans l'aviation civile, on a près de 150 000 vols par jour qui se passent extrêmement bien parce qu'on a densifié ces plaques et que l'on les améliore au quotidien. En définitive, comme vous l'aurez compris, on a droit à l'erreur, mais on n'a pas droit à l'échec. Et pour ça, il faut avoir conscience que vos collègues en amont ont peut-être fait une erreur et qu'il faut cross-checker. En deux, avec un humain dans la boucle, dans le dernier rempart, ça peut être vu comme une faiblesse, mais également vu comme une force. Tout dépend de l'état d'esprit de l'humain. Moi, je monte pas dans un avion où l'équipage me dit « je fais jamais d'erreur ». Je monte dans un avion où l'équipage me dit « aujourd'hui, on sait que statistiquement, on va faire 50 erreurs. Notre but est de les rattraper pour que ça ne mette pas en danger notre mission, qui est, en toute sécurité, d'arriver à destination à l'heure. »
je m'apprête à partir pour Francfort. C'est ça que je veux dans le cockpit. Et troisième point, et vous le voyez, que ce soit temps de paix, temps d'entraînement, temps de guerre, il faut être sûr de diffuser la bonne culture. Quelle est la priorité? Et la priorité désormais normalement sur un champ de bataille, surtout dans le monde informationnel dans lequel on vit, vous pouvez le regarder de tous les prismes, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, la priorité numéro 1 doit être la sécu avant tout. La sécurité avant tout. Et si vous devez ouvrir le feu alors qu'il n'y a pas de force spéciale dans le coin, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas à 1 heure ou 2 heures près. Encore une fois, tactiquement, ça va être décevant, stratégiquement ou d'un point de vue communication, qui est vraiment en train de devenir, je suis presque en train de vous dire, encore plus important que la tactique dans les guerres modernes et les escarmouches modernes. Des fois, il vaut mieux pas tirer. Donc oui, ça fait évoluer le rôle du militaire, ça fait évoluer ce qui fait de nous des bons chasseurs, mais ça, c'est vrai dans tous les métiers, et je suis sûr que ça vous parle, et c'est exactement notre mission, nous, chez Débrief, c'est d'amener cet état d'esprit bien au-delà de l'aviation, et je vais devoir vous laisser, parce que comme je vous ai dit, faut que j'aille prendre l'avion. En définitive, dans le Bordeaux-Francfort, est-ce que mon équipage va faire des erreurs? Oui, mais est-ce que c'est un problème? Non, si ils appliquent les bonnes méthodes, ils ont été bien formés et qu'on a mis en place les bonnes plaques pour récupérer justement ces erreurs et s'assurer qu'elles n'attaquent jamais la sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je voulais attaquer tout ça sous un angle un petit peu différent et vous avez vu l'importance de débriefer. Et vraiment, débriefing qui a été effectué en 2015 sur les procédures, sur comment s'assurer de ne plus jamais se tromper de cible. Débriefing qui devra être fait également et qui va forcément beaucoup occuper l'industrie de défense avec toutes les nouvelles méthodes de ciblage et notamment les algorithmes et la réduction du temps entre le moment où on détecte et le moment où on cible. Beaucoup de boucles courtes à améliorer, beaucoup de débriefs à venir et beaucoup de plaques à réinventer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. C'est disponible également en anglais. Je vous rappelle que dans le petit onglet sur le côté, vous pouvez choisir votre langue et donc comme ça, vous pouvez la partager à l'international. Je vous dis à très vite. Pourquoi pas en conférence et fly safe.